Je m'appelle Alicia, j'ai 32 ans, et un soir, mon monde a basculé. Je venais de terminer une conversation qui me semblait banale avec mes parents quand j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas raccroché. Leur voix crépitait dans mon téléphone, tranchante et sans filtre, alors qu'ils parlaient à ma sœur. Le ton de mon père était froid, presque mécanique. Vivre avec elle, c'est horrible. Mais on reste seulement pour son argent. Avant même que je puisse comprendre, le rire de ma sœur a déchiré la pièce. Un rire cruel et moqueur, comme si elle avait toujours su la vérité. Ma main serrait le téléphone si fort que j'avais mal au cœur, qui battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait me sortir de la poitrine. La pièce tournait, mon estomac se nouait, mais je n'ai ni pleuré ni crié. Je suis resté figé, chaque mot résonnant en moi. Ils pensaient que j'étais naïve, alors qu'en réalité, j'entendais leur trahison en direct. Chaque seconde me paraissait une éternité. Mes parents, les personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, me voyaient non pas comme une fille, mais comme un compte en banque. Le rire de ma sœur résonnait encore dans ma tête, chaque note se moquant de moi, chaque son confirmant à quel point je ne comptais pas pour eux. Assise sur le canapé longtemps après la fin de l'appel, je fixais l'écran noir de mon téléphone, repassant la scène en boucle. Si les choses avaient toujours été ainsi, si chaque mot gentil avait été calculé, je n'avais pas les réponses. Je savais seulement que rien ne pourrait effacer ce que je venais d'entendre. Ces mots avaient tracé une ligne que je ne pouvais plus franchir. Ils avaient tout changé. Avant de poursuivre, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà découvert quelque chose sur votre famille qui a bouleversé votre perception d'elle? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je veux savoir comment vous avez surmonté le poids de la trahison et ce qu'elle vous a appris sur la confiance. Le lendemain matin, je me suis versé du café comme si de rien n'était. La cuisine embaumait le pain grillé et le bacon, comme toujours, mais chaque geste me semblait improvisé, comme si je jouais une pièce de théâtre sans l'avoir répétée. J'ai posé les assiettes sur la table, retourné les crêpes et essuyé le plan de travail, les mains fermes malgré le tumulte qui faisait rage dans ma tête. Je devais me contrôler. Je devais les regarder sans rien laisser paraître. Mon père est entré d'un pas nonchalant et a pris une tasse sans me regarder. Son regard s'est posé sur le journal, évitant le mien comme s'il savait que j'avais entendu quelque chose de confidentiel. « Bonjour », a-t-il murmuré à peine audible avant de plonger son nez dans la rubrique sportive. J'ai hoché la tête, forçant un sourire, et je l'ai regardé siroter son café bien trop vite, comme s'il était pressé d'aller ailleurs. Ma mère a suivi sa voix, enjouée et fausse, tandis qu'il parlait de la nouvelle voiture d'un voisin. « C'est pas beau, ça ?» a-t-elle dit en riant beaucoup trop fort, ses mains jouant avec une serviette. J'acquiesçai d'une voix calme, mais avec l'estomac noué. Elle en faisait trop, comme si elle cherchait à compenser quelque chose. Puis ma sœur Mélissa entra discrètement, les yeux rivés sur son téléphone, murmurant à peine un bonjour. Ses pouces frôlaient l'écran, probablement en train de faire défiler les réseaux sociaux ou d'envoyer des SMS à quelqu'un à propos de sa ligne de vêtements ratée. Elle ne jeta même pas un coup d'œil au petit déjeuner que j'avais préparé. Je continuais à faire la vaisselle, mais mon regard restait vif, observant chaque détail. L'anxiété de papa, les acclamations forcées de maman, l'indifférence de Mélissa, ils me semblaient être des étrangers avec des visages familiers. J'avais toujours cru que nous étions proches, une famille qui partageait tout. Il y a 3 ans, j'avais acheté cette grande maison à Lexington, dans le Kentucky, pour que nous puissions tous vivre ensemble. Après le décès de mon grand-père, j'avais hérité d'une somme suffisante pour couvrir le prêt immobilier et leurs factures, les courses, l'électricité, et même les virées shopping de maman. Ils avaient emménagé reconnaissants, pensais-je. Papa avait pris une retraite anticipée. Maman aussi, et Mélissa, de quelques années mon aînée, s'était beaucoup appuyée sur moi depuis. Son entreprise a fait faillite. J'avais tout payé, sans poser de questions, croyant que c'était la norme dans une famille. Mais maintenant, chaque souvenir me semblait entaché. M'avait-il toujours considéré comme un compte en banque? Je repensais au mois dernier, quand papa m'avait interrogé sur mes économies, d'un ton désinvolte mais inquisiteur. Ou encore à maman qui m'avait incité à les inviter à un bon dîner, son sourire trop large. Mélissa n'avait jamais proposé de participer aux frais, prétextant toujours être sans emploi. J'avais laissé tomber, pensant qu'ils avaient simplement des difficultés financières. À présent, leurs agissements paraissaient différents, calculés. En récurant une casserole, j'ai sorti mon téléphone et ouvert une application de notes. J'ai écrit « Papa évite mon regard. Maman est trop heureuse. Mélissa s'en fiche. » J'ai ajouté encore des choses. Papa a posé des questions sur mes investissements. Maman s'intéresse soudainement à mes primes. Mélissa passe son temps à faire défiler son téléphone. Chaque détail était comme une pièce de puzzle qui formait une image que je n'étais pas prête à voir. Je ne savais pas ce qu'il cachait, mais j'allais le découvrir. Plus tard dans la journée,
j'ai surpris Mélissa en train d'espionner mon ordinateur portable, ouvert sur l'évier. Elle l'a vite refermé quand je suis entré et a marmonné qu'elle allait regarder la météo. Mon intuition me disait que quelque chose clochait. J'ai continué ma routine, me rendant à mon travail de développeur et codant pendant les réunions, mais mon esprit était ailleurs. Je me suis souvenu de Noël dernier, quand j'avais offert à maman le manteau qu'elle désirait. Elle m'avait serré dans ses bras, m'avait appelé son pilier, mais maintenant, ses mots sonnaient creux. Papa m'avait tapoté l'épaule. Fier, avait-il dit de ma réussite. Était-ce de la fierté ou de la cupidité? Mélissa m'avait à peine remercié pour l'argent que je lui avais donné pour ses frais professionnels. Je pensais les aider, mais peut-être n'étais-je qu'un repas pour eux. Ce soir-là, assise dans ma chambre, mon téléphone à la main, je relisais mes notes. J'en ai ajouté une autre. Mélissa a vérifié mon ordinateur portable aujourd'hui. Je ne les ai pas encore confrontés. Il me fallait plus que des soupçons. Je suivrais l'évolution de la situation et creuserais davantage. Il me croyait naïve, mais j'étais désormais bien consciente. Cette maison, ma maison, n'était plus un foyer. C'était une scène, et j'en avais assez de jouer leur jeu. Mercredi, j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées auparavant. La façon dont papa revenait sans cesse à mes finances, ses questions pointues et indiscrètes, me paraissait différente maintenant. Au petit déjeuner, il s'est penché par-dessus la table, tasse de café à la main, et m'a demandé « Comment va le compte d'investissement, Alicia ?» Son ton était désinvolte, mais son regard s'est détourné trop vite, comme s'il cherchait quelque chose. J'ai haussé les épaules, dit que tout allait bien et changé de sujet pour parler de la météo. Il n'a pas insisté, mais l'atmosphère était pesante, comme s'il attendait que je commette un impair. Je l'ai regardé plus tard, zappant sur la télévision du salon, son mes doigts tapotaient nerveusement. Ce n'était pas un cas isolé. La semaine dernière, il m'avait interrogé sur mes primes, et le mois précédent, il avait voulu savoir où j'en étais avec mes économies. J'avais cru qu'il était juste un père attentionné. Maintenant, j'avais l'impression qu'il me faisait un compte. Maman n'était pas mieux. Elle est rentrée cet après-midi-là avec des sacs de course, des sacs à main de marque, un foulard en soie, des chaussures qui coûtaient plus cher que mon loyer mensuel. Juste un petit plaisir, a-t-elle dit en souriant joyeusement tout en les déballant sur le plan de travail. J'ai hoché la tête, mais mon esprit s'emballait. Ce n'était pas des broutilles. Je l'avais déjà vu dépenser sans compter pour les gadgets de cuisine chic de New Dress, mais là, c'était trop, même pour elle. Elle m'a surprise à la regarder fixement en riant, et elle a balayé ça d'un revers de main. « Tu travailles tellement, Alicia. On mérite d'en profiter aussi. » Ces mots m'ont blessée, comme si elle pensait que mon argent leur appartenait. Je ne l'ai pas critiquée, j'ai gardé un visage neutre, mais intérieurement, je faisais mes calculs. Mélissa était la pire. Elle n'avait pas travaillé depuis des mois et prétendait que sa société de mode était au bord de la faillite. Pause. Je l'ai trouvée affalée sur le canapé, son téléphone à la main, à faire défiler les réseaux sociaux au lieu de chercher du travail. « Des nouveautés pour tes créations ?» lui ai-je demandé d'une voix douce. Elle a à peine levé les yeux, marmonnant, pas encore très occupée. Occupée à quoi? À poster des selfies et à liker des publications. Je me suis souvenu de l'époque où elle m'avait demandé un prêt pour lancer sa marque, de l'argent que je lui avais accordé sans hésiter. Maintenant, sa paresse me sautait aux yeux, un signe que j'avais ignoré trop longtemps. Ce soir-là, j'ai commencé à fouiller et j'ai sorti une liasse de factures du tiroir de mon bureau. Factures, relevés de cartes de crédit, addition de restaurant. Tout était à mon nom, payé avec mon compte. Je n'y avais pas pensé avant. Je voulais juste assurer le confort de ma famille. Mais en les parcourant, les chiffres ne collaient pas. Un dîner à $500 dans un restaurant où je n'étais jamais allé. $2000 de frais pour des vêtements de boutique que je ne possédais même pas. Un abonnement à un service de streaming que je n'utilisais pas. Mes mains tremblaient tandis que j'étalais les papiers sur mon bureau. Chacun d'eux soulevait une question. Qui avait dépensé cet argent? Les sacs de maman me traversaient l'esprit. Less questions de papa. Le défilement incessant de Mélissa. J'ai noté les frais sur mon téléphone à côté des notes que j'avais commanditées lundi. La liste s'allongeait, et mon estomac se nouait de plus en plus. Je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond, essayant de comprendre. Avait-il toujours été comme ça? J'ai repensé au dîner en famille, au câlin chaleureux de maman, au sourire fier de papa quand j'avais décroché mon emploi dans l'informatique. Était-il réel ou faisait-il simplement partie de la mise en scène de Mélissa qui se confiait à moi sur ses rêves, ses échecs? Maintenant, elle me semblait étrangère, quelqu'un qui me voyait comme un moyen d'arriver à ses fins. Je voulais croire qu'il m'aimait. Pas seulement mon compte en banque, mais les preuves s'accumulaient. Je n'avais encore aucune preuve, aucune que je puisse brandir et à laquelle exiger une réponse,
mais les signes étaient flagrants. Plus tard dans la semaine, j'ai surpris ma mère en train de... Elle glissa un relevé de carte de crédit dans son sac. Ses gestes étaient rapides, comme si elle ne voulait pas que je la voie. « Je range », dit-elle quand je haussai un sourcil. Je ne la crus pas. Au dîner, Mélissa se plaignit que son téléphone était trop lent et suggéra qu'il lui en fallait un nouveau. Papa intervint et me proposa de l'aider, puisque je me débrouillais si bien. Je lui fis un sourire crispé, dit que j'y réfléchirais et m'excusai pour aller dans ma chambre. Seul, j'ouvris de nouveau mon application Notes, tapai « Maman », puis appuyai sur un message. « Mélissa veut un nouveau téléphone. » Papa insiste encore. Je n'étais pas prête à les affronter. Pas sans un élément concret. Ce vendredi-là, assise seule dans mon bureau, je repassais leurs paroles en boucle. Pas céleste la conversation. Je les chassais de mon esprit, mais les innombrables fois où ils m'avaient poussé à sortir mon portefeuille. Je fixais le code sur l'écran de mon ordinateur, flou à mesure que les souvenirs s'affinaient. L'été dernier, maman avait insisté pour que nous partions en vacances en famille dans les Smoky Mountains, disant que ce serait bon pour nous. J'avais payé. Le chalet, les repas, même l'essence, elle souriait et disait que c'était pour construire une relation. Papa m'avait poussé à payer les réparations de leur voiture, prétextant qu'ils étaient à court d'argent. J'avais donné des milliers de dollars, croyant bien faire. Mélissa était la plus audacieuse, toujours à demander un peu pour continuer à vivre ses rêves de mode. J'avais financé son site web, ses commandes de tissus, son marketing. Rien de tout cela n'a jamais abouti. Chaque souvenir était comme une brique, érigeant un mur entre la famille que je croyais. Avoir est la vérité. Je ne pouvais plus rester dans ce bureau, entouré de lignes de code qui semblaient plus logiques que ma vie. J'ai pris ma veste et je suis allé en voiture à un café du centre-ville où j'avais rendez-vous avec mon amie Christine. Elle était déjà là, sirotant un latte, son ordinateur portable ouvert pour travailler sur un projet de graphisme. Je me suis glissé dans le box et, avant même de pouvoir m'en empêcher, l'histoire a jailli, la conversation. La trahison de mes parents, le rire cruel de Mélissa. Les yeux de Christine se sont écarquillés, puis se sont adoucis. « Alicia, c'est terrible », a-t-elle dit en tendant la main vers moi. « Tu ne mérites pas ça. » Sa voix était calme et rassurante. Elle n'a pas mâché ses mots, elle a simplement écouté, puis s'est penchée vers moi. « Tu es intelligent. Ne te laisse pas berner. Renseigne-toi. Protège-toi. » J'ai acquiescé, ses paroles dissipant le brouillard qui enveloppait mes pensées. Elle ne m'a pas forcé à me sentir mieux ni à faire comme si ce n'était pas grave. Elle m'a simplement apporté de la clarté. Je suis sortie du café plus légère, comme si je pouvais enfin respirer. Sur le chemin du retour, j'ai commencé à démêler de vieux souvenirs, ceux que j'avais enfouis sous le poids de la loyauté familiale. En grandissant, maman et papa avaient toujours fait passer Mélissa avant tout. Quand elle voulait des cours d'art, ils les payaient même si on avait du mal à joindre les deux bouts. Quand j'ai commencé l'université, ils n'ont presque pas fêté ça, trop occupés à sauver Mélissa d'un contrat de mannequin raté. Je finançais mes études en programmant tard le soir pendant que Mélissa faisait la fête et s'appuyait sur leur soutien. Je pensais avoir surmonté l'idée que l'achat de la maison à Lexington signifiait que nous étions désormais égales. Mais plus je me souvenais, plus c'était évident. Elle avait toujours été mon pilier, mon filet de sécurité. Ce n'était pas l'amour qui avait motivé leur choix, mais la facilité. Je me suis garé dans l'allée, ma détermination se renforçant. Il me fallait des réponses, pas seulement des soupçons. De retour dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mon compte bancaire. J'avais déjà vérifié mes relevés, mais cette fois, j'allais creuser davantage. Chaque transaction, chaque virement, chaque retrait. J'ai consulté les relevés bancaires des 6 derniers mois, mes doigts parcourant le clavier à toute vitesse. Je ne savais pas ce que je trouverais, mais je savais que ce ne serait que de vagues reçues. S'il profitait de moi, il y aurait des traces. Les questions de papa sur mes investissements, les sacs de courses de maman, les excuses interminables de Mélissa. Rien de tout cela n'était dû au hasard. J'ai commencé à écrire une autre note sur mon téléphone et l'ai enregistrée comme preuve. Pendant le week-end, je me suis connecté à mon compte bancaire. Mon bureau était silencieux, seul le bourdonnement de mon ordinateur portable résonnait lorsque j'ai ouvert le tableau de bord financier que j'avais trop longtemps ignoré. J'avais tout payé, les dépenses du ménage, les courses de maman, les rêves de Mélissa. Je n'avais jamais vraiment vérifié où allait l'argent. Maintenant, je passais en revue les transactions, le cœur lourd à chaque ligne. Il y avait là des virements, des dizaines, de mon épargne vers un compte inconnu. Des milliers de dollars, versés en plusieurs fois sur des mois, sous prétexte d'honoraires de conseil ou de dépenses diverses. J'ai revérifié les dates. Certaines correspondaient aux périodes où Mélissa avait présenté de nouvelles idées pour sa ligne de vêtements. D'autres, aux sorties de ma mère.
Mes parents avaient accès à mon compte secondaire pour les dépenses du ménage, mais là, c'était différent. Ils n'avaient rien demandé, pas un mot. Je faisais défiler les relevés, les doigts tremblants. Un virement de 4 000 $ le mois dernier, un autre de 2 500 $ il y a 2 semaines à peine. J'ai ouvert les détails du compte et j'ai vu le bénéficiaire, une société enregistrée au nom de Mélissa. La société de mode ratée de ma sœur, celle qu'elle jurait être sur le point de relancer, était financée avec mon argent. J'ai laissé la vérité me frapper de plein fouet. Il ne se contentait pas de dépenser de l'argent, il puisait dans mon héritage. Pour la soutenir dans son rêve. Je me sentais mal, trahi, mais j'avais besoin de l'entendre de leur bouche. Dimanche matin, j'ai trouvé maman dans la cuisine en train de couper des légumes pour le déjeuner. J'ai gardé une voix calme et détendue. « Salut maman. » J'ai regardé des relevés bancaires. J'ai vu des virements importants. Tu sais quelque chose à ce sujet? Elle s'est figée, un couteau suspendu au-dessus d'une carotte, puis a souri trop vite. Oh, ce sont juste des cadeaux pour Mélissa, vous savez, pour l'aider à se remettre sur pied. Son regard n'a pas croisé le mien, mais s'est précipité vers le comptoir. Des cadeaux? Ai-je insisté en m'approchant. Des milliers de dollars sans me demander mon avis. Elle a ri nerveusement. Alicia, n'en fais pas toute une histoire. On a de la famille, non? Ses paroles étaient légères, mais sonnaient comme une esquive. Un mensonge enrobé de douceur. J'ai hoché la tête et fait semblant de laisser tomber, mais mes pensées s'emballaient. Elle cachait quelque chose, et je n'y croyais plus. Je n'avais encore rien dit à papa ni à Mélissa. Je devais protéger ce qui m'appartenait. Cet après-midi-là, je suis allé en voiture à une banque locale à Lexington. La guichetière, une femme aimable à lunettes, m'a aidé à ouvrir un nouveau compte d'épargne, un compte auquel j'étais la seule à avoir accès. Assise dans son bureau à remplir des formulaires, mon téléphone vibrait, un SMS de Mélissa. On peut parler de ma prochaine dette. Je l'ai ignoré et me suis concentré. Sur les papiers. De retour chez moi, je me suis reconnecté et j'ai transféré la moitié de mon héritage, une somme à 6 chiffres provenant de la succession de mon grand-père, sur le nouveau compte. J'avais l'impression de reprendre une part de moi-même. J'ai changé les mots de passe de mes autres comptes et bloqué l'accès de mes parents à l'autre compte. Ils ne tarderaient pas à s'en apercevoir, mais je serai prête. Dimanche soir, assise à mon bureau, j'ai fixé le solde du nouveau compte. Les virements vers la société de Mélissa n'étaient pas de simple négligence. Ils étaient intentionnels, une trahison planifiée dans mon dos. Le mensonge de maman concernant les cadeaux l'a confirmé. J'ai repensé à toutes les fois où je leur avais fait confiance, où je leur avais donné de l'argent, croyant que nous formions une équipe. Maintenant, je voyais la vérité. Ils avaient profité de moi, et Mélissa était complice. Ma détermination s'est renforcée. Je ne protégeais pas seulement mon argent. Je me protégeais moi-même. J'ai ouvert mon application Notes et ajouté une dernière note. Maman a menti à propos des virements. Ce sont des voleurs. Je ne savais pas comment j'allais les affronter, mais je savais que je le ferais. Bientôt. Le dîner du dimanche a commencé comme d'habitude jusqu'à ce que je dise non. La salle à manger embaumait le poulet rôti et les assiettes s'entrechoquaient tandis que maman apportait la purée. Papa coupait la viande, le couteau bien droit, pendant que Mélissa faisait défiler son téléphone, touchant à peine son assiette. Assise en face d'eux, ma fourchette posée sur son assiette, le cœur battant la chamade, j'avais tout préparé. J'avais répété les mots toute la journée, la preuve irréfutable des mensonges de ces transferts. Des accusations cachées s'empilaient dans ma tête comme un jeu de cartes. Je ne pouvais plus manger, plus faire semblant. Je posai ma serviette, pris une grande inspiration et dis « J'ai entendu votre conversation la semaine dernière. Tu n'as pas raccroché. Je sais ce que tu penses vraiment de moi. » Le silence s'abattit sur la table comme un coup de marteau. Le couteau de papa s'arrêta au milieu d'une tranche. Le sourire de maman se figea et le téléphone de Mélissa lui tomba sur les genoux. « De quoi vous parlez ?» demanda Alicia à maman, la voix aiguë et tremblante. Je la fixai droit dans les yeux. « Tu disais que c'était horrible de vivre avec moi, mais tu restes pour mon argent. » Mélissa rit comme si c'était une blague. Papa toussa et reposa le couteau. « C'était juste pour rire, ma chérie. » Il a dit que son ton était trop doux, comme s'il berçait un enfant. On ne le pensait pas. Maman hocha rapidement la tête. On plaisantait, Alicia. Tu sais ce qu'on t'aime. Leurs paroles sonnaient faux, comme des répliques tirées d'un mauvais scénario. Je me tournai vers Mélissa, qui attendait. Elle fixa son assiette puis laissa échapper un rire sec, dédaigné. « Tu en fais toute une histoire, » dit-elle en levant les yeux au ciel. Ce rire, ce sourire, c'était la même chose. Une remarque de la conversation m'a fait bouillir de rage. J'ai repoussé ma chaise, me suis levé et j'ai plaisanté. « Alors explique-moi ces milliers.
Tu as été muté dans la boîte de Mélissa sans me demander mon avis. Le visage de maman s'est assombri et papa a serré les dents. C'était pour la famille. Mais Maman Abigail. On pensait que tu voudrais nous aider. Je l'ai interrompu. Nous aider? Tu as menti, maman. Tu as appelé ça un cadeau quand je t'ai demandé. Je vous faisais confiance, à vous tous, et vous avez profité de moi. Melissa a Renaful et Croix las bras. Tu es tellement autoritaire, Alicia. Toujours à te prendre pour une reine. Ces mots m'ont blessé, mais je n'en avais pas fini. J'ai sorti mon téléphone, ouvert une application de réseaux sociaux et brandi une capture d'écran. Être autoritaire comme dans ce poste. Mélissa me traite d'avare maniaque du contrôle qui thésaurise son argent. J'avais trouvé ce matin-là une publication publique sur son profil où elle me dénigrait devant ses abonnés. Maman a poussé un cri d'horreur. Papa a détourné le regard et le sourire de Mélissa s'est effacé. J'ai jeté le téléphone sur la table, la capture d'écran. Je l'ai fixé du regard. J'ai vu les virements, les mensonges, le message. J'en ai assez d'être votre banque. Papa a essayé à nouveau, la voix plus forte. Alicia, calme-toi. On est de la famille. On ne te veut aucun mal. Mais je n'avais pas eu le temps de me calmer. La famille ne vole pas. La famille ne se moque pas de toi dans ton dos. Je les ai regardés un par un. Les yeux coupables de papa, les mains tremblantes de maman, le regard défiant de Mélissa. Je veux que vous soyez tous partis de chez moi demain. La fourchette de maman a claqué contre son assiette. Tu ne peux pas penser ce que tu dis, a-t-elle murmuré. Mélissa a ri de nouveau, amèrement cette fois. Bonne chance pour vivre seule, Alicia. Tu vas nous manquer. Je n'ai pas bronché. Je vais bien. Faites vos valises. Ils sont restés assis là, muets, tandis que je montais dans ma chambre. Mon cœur battait la chamade, mais mes pas étaient assurés. Je leur avais tout donné, ma maison, mon argent, ma confiance, et ils me l'avaient jeté au visage. Le message de Mélissa était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la preuve qu'elle ne m'avait jamais vue. Comme une sœur. Juste une ressource. J'ai verrouillé la porte, je me suis assise sur le lit et j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit, ils partent. Je suis libre. La maison était toujours à moi, et j'allais m'assurer qu'elle le reste. Il pourrait essayer de se justifier, mais j'en avais assez. Lundi matin, la maison semblait vide. La table de la salle à manger où je les avais confrontés la veille était vide. Pas d'assiette, pas de voix. Mon père, ma mère et Mélissa avaient fait leurs valises et, à l'aube, les avaient laissés rouler jusqu'à la porte pendant que je restais dans ma chambre, évitant les adieux. J'ai traversé le salon et j'ai remarqué les absences. La couverture préférée de maman avait disparu. Les lunettes de lecture de papa n'étaient plus sur la table basse. Le chargeur de Mélissa n'était plus emmêlé dans le canapé. Ils avaient déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de Lexington, un détail que j'avais entendu maman mentionner à une amie au téléphone pendant qu'il chargeait la voiture. Le silence dans la maison était assourdissant, mais c'était un étrange soulagement, comme si un poids que je portais depuis trop longtemps m'était enfin enlevé. Mon téléphone vibra pendant que je préparais le café. Un message de maman, Alicia. Honest excuse. On n'a jamais voulu te blesser. On peut parler? Puis un autre de papa. Tu exagères, ma chérie. On va arranger ça. Celui de Mélissa était plus court. Tu n'étais pas obligé de nous mettre à la porte. Appelle-moi. Leurs mots résonnèrent comme une petite voix en moi, une voix qui aspirait encore à une famille. Mais je ne me laissais plus berner. Leurs excuses étaient trop rapides, trop lisses, comme s'ils essayaient de me faire revenir. Je raccrochai et laissai leur message sans réponse. J'en avais assez de leurs excuses au dîner, de leurs prétextes fallacieux de blagues et de disputes familiales. Je n'allais pas me faire avoir une deuxième fois. À midi, j'étais assise dans un petit cabinet d'avocat du centre-ville, recommandé par un collègue. L'avocate, une femme au regard perçant, un bloc-notes à la main, m'écouta expliquer les virements, les mensonges, la publication sur les réseaux sociaux. Vous devez sécuriser vos biens, dit-elle en prenant des notes. Nous allons rédiger une mise en demeure et examiner votre propriété. J'ai acquiescé et signé les papiers pour lancer la procédure. Ma maison, mon héritage, il m'appartenait, et je ferai en sorte que personne n'y touche plus. Le calme et l'efficacité pragmatique de l'avocat me rappelaient que je reprenais le contrôle, que je ne me contentais pas de réagir. De retour chez moi, je suis resté debout dans la cuisine, fixant l'endroit où maman avait coupé les légumes, où Mélissa avait fait défiler son téléphone. La liberté était réelle. Je pouvais enfin respirer, libéré de leurs jugements, de leurs exigences. Mais mon cœur souffrait de ce que nous avions perdu. Je me souviens de papa m'apprenant à faire du vélo et de maman préparant mes gâteaux d'anniversaire. Même de Mélissa me tressant les cheveux quand nous étions enfants. Ces moments me semblaient si lointains maintenant, souillés par leur trahison. Je n'ai pas pleuré,
Mais la douleur était pesante, un rappel silencieux de la famille que je croyais que nous étions. J'ai ouvert mon ordinateur portable, consulté mon nouveau compte bancaire et vu le solde que j'avais protégé. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était mon avenir, et j'allais me battre pour lui. 6 mois plus tard, j'ai emménagé dans un nouvel appartement. Il était plus petit que mon ancienne maison. Lexington, mais chaque recoin m'appartenait, propre, calme et sans secret. J'avais vendu la maison, empoché l'argent et construit ma vie comme je l'entendais. Mes journées étaient rythmées par des projets de programmation et des séances de dépannage nocturnes. Des pauses café et des sessions de travail sans le poids des drames familiaux. Je vivais pour moi, sans me soucier des attentes des autres. Un soir, Christine est passée avec des plats à emporter et une playlist de vieux morceaux qu'on écoutait en boucle à la fac. « Cet endroit te va bien, Alicia », m'a-t-elle dit en souriant, tandis qu'on déballait des nouilles sur mon nouveau canapé. On a ri et échangé des anecdotes sur le travail et son dernier client en design. Pas besoin de confessions profondes ni de conseils. C'était juste de l'amitié, simple et sincère, comme je l'avais presque oublié. J'ai eu des nouvelles de mes parents par une connaissance commune. Ils étaient confinés dans leur appartement de location. Fini les dîners fastueux et les sacs de créateurs. Papa avait trouvé un emploi à temps partiel dans une quincaillerie et maman vendait ses vieux bijoux en ligne pour joindre les deux bouts. Leur train de vie s'était effondré faute de mon argent. Je ne me sentais pas réconfortée, mais plutôt distante, comme s'ils étaient des personnages d'une histoire que j'avais laissée derrière moi. Le cas de Mélissa était plus compliqué. Ses publications sur les réseaux sociaux, celles où elle me traitait de possessive et d'avare, se sont retournées contre elle. Ses amis et abonnés se sont retournés contre elle, affirmant qu'elle avait raison. Son entreprise de mode, déjà fragile, s'est effondrée lorsque son dernier investisseur s'est retiré. J'ai vu son profil devenir silencieux. Plus de selfies, plus de présentations, juste l'image fantomatique de celle qu'elle essayait de vendre. Avec le recul, j'ai appris à écouter mon intuition. Ce sentiment désagréable, celui que j'avais refoulé pendant des années, avait raison depuis le début. J'avais laissé l'amour m'aveugler et je pensais que la famille était synonyme de loyauté absolue. Mais la loyauté ne signifie pas ignorer les mensonges ni se laisser exploiter. Protéger ma valeur, mon argent, ma tranquillité, mes limites a été le choix le plus difficile, mais aussi le meilleur, que j'ai fait. À tous ceux qui ont écouté mon histoire, merci de m'avoir soutenu. J'aimerais connaître votre avis. Qu'auriez-vous fait? Partagez ci-dessous.